Bonjour mes gourmandes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Aujourd'hui le mot taquet va prendre tout son sens. On va comprendre le pourquoi du comment de cette intro très active depuis mes débuts. Vous l'avez compris, tout est dit dans le titre, on se retrouve pour une vidéo confession. En vrai, ça fait super longtemps. On est sur un sujet que j'ai très envie d'aborder avec vous, le TDAH. On va aborder vraiment toutes les petites branches de cette petite chose, que ce soit le diagnostic, qu'est-ce que c'est, comment on se fait diagnostiquer, les traitements, etc. etc. Déjà, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo Pour la simple et bonne raison que j'en ai parlé il y a peu sur Instagram. Et en fait, j'ai eu des milliers de retours de parents d'enfants qui sont atteints du TDAH, d'adultes qui sont atteints du TDAH, de gens qui ne savais pas ce que c'était, et j'ai eu beaucoup de messages me demandant de parler plus en détail de ce projet, et du coup j'ai mesuré l'importance de cette parole, l'importance de mettre en lumière ce sujet, et donc le pourquoi du comment aujourd'hui je suis là. Alors déjà, pour commencer, TDAH c'est quoi? Faut savoir qu'il y a 3 formes du TDAH. Donc il y a le trouble de l'attention, il y a le trouble de l'attention avec hyperactivité, et il y a le trouble de l'attention. Ça, c'est TDAH, je trouve jamais mes mots, c'est un enfer. Trouble de l'attention avec impulsivité et hyperactivité. Donc ça, c'est les 3 grandes formes du TDAH. Et donc, pour pas faire mon chimiste, pour faire très court, c'est un problème, on va dire, neurologique. En fait, c'est les lobes frontaux, c'est là où se trouve en fait l'activité cérébrale diminuée. Là où, par exemple, il y a la dopamine. Voilà, je n'en dirai pas plus, parce que je vais m'embrouiller dans des termes là que je maîtrise pas du tout. Et donc aussi, avec le TDAH, il y a plusieurs formes. On peut, alors c'est pas une obligation, mais avoir plusieurs formes de 10. Mais c'est vrai dans la majorité des cas, c'est ce qu'on peut voir. Par exemple, dyscalculie, dyslexie, etc. Voilà pour ce qui est de la grande forme du TDAH. En ce qui me concerne, je sais que je suis TDAH depuis très peu. On parle vraiment de quelques mois en arrière. Comment s'est fait mon diagnostic de façon en fait très inattendue. Donc, faut savoir que dans cette vidéo, je vais vraiment parler que de mon cas, et c'est propre à moi. Et tout comme chaque pathologie, c'est propre à chacun. Et je veux vraiment pas qu'il y ait de comparaison ou autre, mais au contraire, je pense que vous pouvez vous appuyer sur ça pour peut-être poser un diagnostic sur vous, sur vos proches, parce que si vous êtes comme moi, peut-être à vous poser de nombreuses questions depuis de nombreuses années. Donc j'espère que ça pourra aider en ce sens. Donc en ce qui concerne mon diagnostic, en fait, ça va être en rapport avec Louane, donc ma fille qui a 12 ans aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas d'avant. Et en fait, Louane, il y a eu un flou médical pendant plusieurs années. On a passé plusieurs années à chercher quel était le problème, entre gros guillemets, parce qu'on sentait qu'il y avait des difficultés au quotidien, que ce soit dans la gestion du temps. C'était une enfant plus petite qui demandait souvent ah mais 5 minutes c'est quoi, 1 heure c'est quoi, mais on sentait que c'était pas une question pour comprendre, c'était vraiment une question parce que l'angoisse l'habitait en fait. Elle n'arrivait pas à gérer les jours de la semaine, elle était perdue dans l'espace temporel quoi, clairement. Il y avait aussi plein d'autres symptômes qui nous alertaient, mais c'est vraiment pas le sujet du jour. Donc ça a traîné comme ça pendant plusieurs années. On a vu des psychiatres, des psychologues, des orthophonistes, des médecins traitants, et on savait qu'il y avait de l'hyperactivité, parce que les symptômes étaient clairs, mais c'était un peu flou pour le reste. Et un jour, je suis sur Instagram et je vois une story passer de Silent Jill avec un article sur le TDAH. Et là, en fait, j'ai lu 4 lignes. J'ai dit putain, mais c'est ça. Je dis mais en fait, c'est ça qu'elle a, Louane. J'ai dit mais tout correspondait. En fait, c'est comme si j'avais perdu 20 kilos. Je me suis dit mais ça y est, en fait, j'ai trouvé ce qu'a ma fille. Donc du coup, on a fait le nécessaire. Ça, je vous expliquerai en fin de vidéo, du coup, quoi faire et comment faire pour faire diagnostiquer officiellement le TDAH, même s'il n'y a pas de nécessité chez un adulte, mais ça peut être nécessaire chez un enfant parce qu'on peut mettre des protocoles en place au collège, à l'école. Et en fait, moi, depuis toujours, c'est vrai que je dis à Louane, t'es hyperactive comme ta mère, on a plein de points communs sur des petits détails du quotidien qui sont un peu relous pour les autres. Et en fait, un jour, je me dis, mais en fait, c'est évident, j'ai le TDAH aussi. Enfin, tout ce que Louane a au quotidien, je l'ai. Et c'est juste que moi, en fait, c'était un peu plus enfoui et j'avais un peu appris à vivre avec, entre guillemets, même si c'était relou au quotidien, mais je m'étais dit, bon, c'est mon caractère, quoi. Et en fait, donc je lis des articles et je me rends compte que le TDAH est extrêmement héréditaire et que dans la plupart des cas, si le parent est porteur du TDAH, il a de grandes chances pour un de ses enfants, voire plusieurs de ses enfants, soit porteur également du TDAH. Donc de là, je rencontre un psychologue avec qui j'entame une thérapie et qui me dit, il n'y a pas de doute, on est effectivement dans du TDAH. Tada tada. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je suis allée dans tous les articles que j'ai lus, j'ai repéré vraiment un article qui, pour moi, à l'époque, a été très frappant, qui liste les
plus gros critères, entre guillemets, du TDA, donc du trouble de l'attention et de l'hyperactivité, parce que c'est vraiment deux choses différentes. On peut avoir l'un sans avoir l'autre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous citer tous ces critères et je vais vous dire un peu ce qu'il en est pour moi dans mon quotidien et dans ce diagnostic du TDAH. Pour ce qui est des critères de l'inattention, donc on est sur 9 critères et on part du principe que si on remplit 5 critères sur 9, il y a une probabilité d'être porteur du trouble de l'attention. Donc du coup, le critère numéro 1, c'est néglige ou oublie des détails au travail et n'est pas très précis. Pour moi, c'est totalement l'inverse, comme quoi vous voyez. C'est qu'avec mon hyperactivité et avec le trouble de l'attention, moi j'ai développé quelque chose qui est différent, qui est... En fait, je suis déjà en train de me contredire parce que, en vrai, je suis capable de faire un travail à fond et d'être hyper consciencieuse et au contraire, hyper exigeante. Voilà, je trouve pas mes mots et à la fois, je peux commencer quelque chose et pas le finir. En 2, concentration difficile, par exemple, dans une discussion, dans la lecture d'un texte qui est trop long ou dans un cours. Donc ça, par exemple, moi, ça a été frappant à l'époque sur mon enfant parce que je voyais que lire un livre, par exemple, c'était extrêmement compliqué. Mais vraiment, quand je vous dis compliqué, c'est pas un enfant qui a pas envie, c'est un enfant qui subit le moment. Donc chez vos enfants, c'est quelque chose qui peut vous alerter. Et moi, par exemple, la concentration difficile, ça va être dans les discussions. Alors, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'adore les débats, j'adore les discussions. Et en fait, c'est mes amis aussi qui me l'ont fait remarquer, et moi, j'en ai pleinement conscience. C'est quand on va avoir une discussion qui dure, mais en fait, au bout d'un moment, mon attention, elle est complètement ailleurs. C'est-à-dire que mes yeux t'écoutent, une petite partie de mon cerveau t'écoute, mais 90% de mon cerveau, je suis en train de penser à mes courses, à demain mon tournage, est-ce que j'ai pensé à tout? Ou alors le pire, c'est quand il y a plusieurs discussions. En fait, mon cerveau n'arrive pas à se concentrer sur une seule discussion. Donc par exemple, si je vais parler avec Loïc, mais que j'ai Louane qui va parler en arrière-fond avec une copinelle ou avec Mathis, mais en fait, je vais écouter Loïc, mais à la fois, je vais être attentive à la discussion d'à côté. Donc ça, c'est vraiment un trouble de l'attention et qui, pour le coup, est pesant au quotidien parce que, surtout pour nos proches qui n'ont pas notre attention à 100%. Moi, je sais qu'avec Loïc, c'est extrêmement compliqué puisqu'il est tout le temps en train de me dire « mais tu m'écoutes pas, quoi ». Et en vrai, maintenant, on a développé des petites choses au quotidien où, quand il veut mon attention, il faut qu'il n'y ait rien autour, aucun bruit, aucune distraction, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Et c'est OK, j'ai besoin de ton attention pendant 20 minutes, là tu m'écoutes, on parle. Quand le diagnostic est arrivé, on va dire que ça a facilité les échanges avec mes proches parce que maintenant, on sait ce que c'est. Donc des fois, quand Loïc me parle et que j'écoute pas, je fais... J'attends parce que là, t'as pas du tout mon attention. Mais au moins, de le dire, en fait, c'est juste dire « Ok, c'est bon, j'ai pas ton attention, je reviens plus tard, là, ça sert à rien. » Mais au quotidien, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que des fois, on peut passer pour quelqu'un de pas attentif, de pas à l'écoute, alors que c'est absolument pas le cas. Mais c'est que c'est ce lobe frontal qui veut pas s'activer correctement. En 3, on a quelqu'un qui peut... ça rejoint un peu le 2, qui semble avoir l'esprit ailleurs. Et c'est totalement ça, en ce qui me concerne. Moi, mes amis me disent souvent, des fois, t'as plus l'air là, quoi. Tu vois, c'est souvent, Roxane, on t'a perdu là. Mais c'est même pas parce que je suis fatiguée, parce que voilà, ça peut arriver à tout le monde d'avoir l'esprit ailleurs. Là, c'est vraiment récurrent et c'est vraiment, voilà, ça rejoint quand une longue soirée, une longue discussion. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai le cerveau qui se met en pause, littéralement, et où, en fait, j'arrive plus à gérer les discussions, j'arrive plus à gérer parce que je gère toutes les discussions. Donc, j'ai ce moment où c'est un peu un court-circuit, où Roxane est absente. Voilà. Et ça me le fait aussi régulièrement en vidéo, parce que du coup, ça, vous le voyez, quand j'ai des moments où je bug, c'est parce qu'en fait, tout au long où je fais ma vidéo, là, je le fais actuellement, c'est que pendant que je fais la vidéo, je pense déjà à autre chose. Donc c'est vraiment un travail cérébral, c'est chelou. Voilà, donc en vrai, c'est épuisant au quotidien et c'est ce qui fait que quand on est atteint du TDAH, on a souvent cette fatigue chronique, en fait. Parce qu'on pense à 10 000 choses à la fois. En 4, on a gère mal le temps, complique et désorganise le travail. Donc, on peut avoir les deux cas, avoir quelqu'un qui, par exemple, vu qu'il gère mal le temps, va souvent rater des rendez-vous, être en retard, etc. Moi, je suis l'opposé. Je suis quelqu'un de hyper ponctuel. De vraiment, en fait, j'ai tellement l'angoisse de mal gérer mon temps que je vais partir 1 heure avant et je vais arriver une demi-heure en avance. C'est très rare que j'arrive en retard. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Par exemple, dans le fait que je gère mal le temps, il y a aussi le fait que, par exemple, si
dans une journée type, j'ai par exemple rendez-vous pour mes cils à 14h, mais en fait pour moi, ma journée elle est ruinée. C'est-à-dire que vu que j'ai un rendez-vous, mon rendez-vous dure 45 minutes, mais dans ma tête, vu que j'arrive pas à gérer, en fait mon rendez-vous, je peux rien faire d'autre, je peux pas tourner de vidéo, je peux pas faire mes stories, je peux pas. Donc ça pour le coup c'est assez lourd et j'essaye de travailler dessus, là c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, mais en fait on se sent vite angoissé, il y a vite l'angoisse qui vient de me dire putain mais j'ai mis un rendez-vous là, mais du coup ma journée elle est ruinée. Et le pire c'est quand j'ai les journées où par exemple le jeudi j'ai les cils et le vendredi j'ai les ongles, là je me suis dit ok je me suis tué 2 jours quoi, alors que pas du tout, et que en plus je passe toujours un très bon moment parce qu'on parle beaucoup, mais non, et en fait c'est chaque petit point du quotidien va de suite paraître une montagne en fait. En 5 on a évite les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Donc ça c'est quelque chose pareil que vous pouvez surtout voir et analyser sur les plus jeunes, à l'école notamment, dans un exercice compliqué qui nécessite beaucoup d'attention. Là on peut voir les enfants qui ont de grandes difficultés sur ces étapes. Moi en ce qui me concerne on le voit pas forcément et c'est pas forcément quelque chose que j'évite non plus. En 6 on a commence un travail mais perd vite le fil. Et alors ça au quotidien c'est une tannée. C'est une tannée parce que déjà, alors moi j'ai développé un truc où je peux pas commencer quelque chose sans le finir, mais à la fois, j'arrive pas à commencer quelque chose et à le finir sans passer à autre chose. Je vais vous donner un exemple. Je décide de faire le ménage. Je commence par mon salon. Je fais le salon, mais je vois que l'évier il est plein. Donc du coup, j'arrête de faire le salon, je fais l'évier. En faisant l'évier, je vois que la chambre de Eden n'est pas rangée. J'arrête la vaisselle en milieu, je vais ranger la chambre. Pendant que je fais la chambre, je me dis punaise, mais j'ai tout le tri d'hiver des fringues à faire. J'arrête la chambre, je vais trier tout mon dressing. Mais sauf que là, t'as commencé à trier tous les fringues de toute la famille, t'en as déjà pour 3 heures. Donc tu t'es lancé là-dedans et tu te dis mais j'ai plus le choix maintenant, faut que j'aille au fond de cette tâche. Et en fait, de 30 minutes de ménage, tu passes à une journée entière consacrée à le rangement dans fond en comble de ta maison alors que c'était absolument pas prévu. Et ça, je vous donne que l'exemple du ménage, mais ça va être ça dans absolument tout. C'est épuisant pour moi, mais une fois de plus, c'est aussi et surtout épuisant pour Loïc. Là, je parle de Loïc, mais c'est aussi épuisant parfois pour les enfants. Parce que on a cette exigence pour nous, mais finalement qu'on impose aussi aux autres, parce que quand t'es là à courir dans tous les sens et que tu vois Loïc qui, pour le coup, a totalement raison et a décidé que c'était pas du tout jour de faire le ménage et qui n'a pas envie de faire le ménage, toi t'es là en tant que TDAH à dire non mais il est sérieux lui, il est là à rien faire pendant que moi je m'active dans tous les sens alors que c'est toi qui as décidé de t'activer dans tous les sens et que du coup c'est peut-être même logique qu'il n'ait pas envie de s'activer dans tous les sens. Ça c'est quelque chose qui pour le coup pèse vraiment au quotidien, ce truc de pas finir quelque chose et d'avoir toujours quelque chose à faire, c'est épuisant, en fait on s'épuise quoi. Ensuite en 7, perd souvent les objets. Je perds mais je retrouve. Je tiens à le préciser. Loïc par exemple, il perd mais il retrouve jamais. Mais typiquement, mes stylos et mes lunettes. Mes lunettes de soleil, je les perds 46 fois par jour. Et mes stylos, je suis en train d'écrire, mais vu que je me lève et que je fais 46 choses à la fois, je perds mon stylo 46 fois par jour également. Voilà, ça c'est un détail pareil, tout le monde peut se reconnaître là-dedans, c'est pas propre au TDAH, mais ça joue dans les critères. Ensuite, en 8, se laisse facilement distraire, passe du coq à l'âne. C'est fou, parce que cette expression, je passe du coq à l'âne, en fait, je la dis tout le temps. Parce que ça vient dans ce qu'on disait dans les premiers points, dans la distraction, où en fait, par exemple, tu es dans une discussion, mais tu penses à autre chose, et cette autre chose à laquelle tu penses te semble tellement importante qu'en fait, tu vas la verbaliser. Donc, par exemple, je vais être dans une discussion avec Loïc où on parle boulot. Moi, il a l'impression que je l'écoute, mais je l'écoute plus du tout. Et d'un coup, je vais dire, attends bébé, je passe du coq à l'âne. Il t'a dit, Kevin, là, pour l'autre fois, ce qui s'est passé? Et là, tu sens le désarroi dans les yeux de ton mari qui dit mais qu'est-ce que tu me racontes? En fait, on est en train de parler de boulot. Donc ça, c'est clairement moi. Je passe beaucoup du coq à l'âne parce que j'ai du mal à rester concentrée dans ce qu'on me dit. Et en 9, on a les oublis fréquents. Par exemple, on peut fréquemment oublier de respecter ses rendez-vous, etc. On va dire que pour moi, c'était le cas avant, vraiment d'oublier, de me dire putain mais j'avais rendez-vous aujourd'hui. Et en fait, moi j'ai pu remédier à ça en ayant un agenda. Bon là, l'agenda ça a été à double tranchant parce qu'au début, en fait, j'ai développé du coup un trouble de l'agenda de par mon hyperactivité et tous ces troubles à la suite qui ont fait que fallait que ce soit hyper carré. C'était vraiment devenu obsessionnel. Mais j'arrive un peu à lâcher mon agenda et pour le coup ça m'aide beaucoup au quotidien de visualiser ma journée vraiment étape par étape, heure par heure. Voilà, j'en ai besoin quoi. J'ai besoin vraiment de gérer le temps. Donc après des oublis fréquents grâce à l'agenda j'en ai moins, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir. Donc voilà, ça c'était pour les critères de l'inattention. Donc je vous en ai cité 9. Je pense que j'en ai presque 7 sur 9. J'ai pas fait le point mais j'en ai pas mal. Maintenant on va passer aux critères d'hyperactivité. Donc c'est pareil, je vais vous en donner 9.
9. Et c'est le même fonctionnement, on part du principe que si on en remplit 5 sur 9, eh ben, on peut potentiellement souffrir d'hyperactivité. Donc en 1, on a remue souvent les mains avec les pieds et se tortille sur son siège. Donc là, c'est typiquement ce qu'on va observer chez les enfants à l'école, des enfants qui tiennent pas en place, des enfants qui ont toujours la bougeotte. Et chez l'adulte, pour ma part, ça se manifeste plus par des impatiences. Donc je souffre énormément d'impatience dans les jambes, au point où, alors c'est par période, là ça fait pas mal de temps d'ailleurs que j'en ai pas eu, mais quand j'ai mes crises d'impatience, c'est vraiment horrible. C'est des nuits entières où je suis obligée de me lever et de marcher en fait dans le salon toute la nuit parce que mes jambes demandent de marcher. Et j'ai ces impatiences, même la journée, j'en ai plus souvent, où en fait effectivement, voilà, je vais être plus comme ça quand on est dans des moments longs et statiques, où je vais pas mal bouger, je vais remuer, voilà, c'est compliqué de rester dans une seule position. Et en vrai, à la fois, c'est ce que je disais l'autre fois avec mon psy, c'est que YouTube m'a vachement appris à me canaliser là-dedans, et la pâtisserie aussi, parce que c'est quelque chose qui nécessite, c'est quelque chose d'assez statique au final, et quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Donc j'en suis plutôt fière. En 2, on a se lève souvent dans les situations qui nécessitent de rester assis. Bon, ça rejoint un peu le point 1. En 3, éprouve un sentiment d'agitation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que la personne verbalise. Moi, je le dis souvent à Loïc, putain, mais je sais pas ce que j'ai besoin de faire quelque chose. Là, en fait, c'est à l'intérieur de nous, ne pas pouvoir... Ah, je me disais, ça souffle dans mes oreilles, mais c'est dehors. Ah, pardon, voilà, on passe du coq à l'âne. Non, mais c'est ne pas pouvoir se poser et profiter du moment de ne rien faire. Et c'est un sentiment d'agitation permanent, presque j'ai envie de dire de culpabilité de ne rien faire. Et ça, pour moi, c'est mon plus gros point faible, de ne pas savoir profiter d'un moment calme. Je ne sais pas faire. Je pense que je me l'interdis presque. Après, alors ça rejoint de l'angoisse, parce que t'as l'angoisse qui monte quand tu ne fais rien. Et c'est un peu fuir cette angoisse que de s'agiter. Donc c'est un peu, voilà, le serpent qui se mord la queue. Voilà, cette agitation de dès que tu te poses, dire ah non mais attends j'ai ça à faire, ah non mais attends je vais faire un gâteau, ah non mais attends je vais ranger le dressing, ah non mais attends je vais faire les lits. Donc c'est tout le temps, et c'est épuisant comme tout le reste pour soi, mais c'est épuisant aussi pour les proches, et c'est culpabilisant aussi pour les proches, parce que moi Loïc il m'explique bien que c'est culpabilisant pour lui quand il a envie de se poser sur le canapé et qu'il me voit m'activer dans tous les sens, ben, il en vient au point où il culpabilise d'être sur le canapé, et ça c'est un point sur lequel on doit encore beaucoup travailler, parce que c'est le point pour moi le plus lourd. Voilà, dans tout ce qu'on a listé là. 4, du mal à se tenir tranquille dans une activité. Pareil, c'est plus pour les plus jeunes. On organise une activité où on fait, par exemple, je vous dis, une activité dessin. On voit que sur la majorité des enfants, cette activité dure 20 minutes. Bah, chez mon enfant, au bout de 3 minutes, il en a marre, il a déjà envie de faire autre chose. Et moi, du coup, quand j'ai travaillé sur mon TDAH, je me suis rendu compte que ma maman, elle me disait toujours, toi, quand t'étais enfant, t'avais pas fini l'activité que tu pensais déjà à la prochaine. Donc j'étais typiquement cet enfant, comme ma fille, qui commence une activité et avant même de commencer, ouais, mais on fait quoi après? Ouais, mais on fait quoi demain? Ouais, mais on va faire quoi là? Et en fait, c'est cette angoisse et ce besoin de planifier et de, ouais, mais après, moi, je veux toujours faire quelque chose, quoi. Et ça, on le voit vraiment encore plus chez les enfants. Mais voilà, comme ma maman me disait, en fait, par exemple, elle me faisait faire, on faisait de la pâte à modeler, on s'éclatait, je l'avais pas fini, ok, on fait quoi après? Et aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, bah, ça symbolise un peu comme dans ce que j'ai dit précédemment, c'est que quand je fais quelque chose, je pense déjà en fait à l'étape d'après. Voilà. Et je me rends compte que mon quotidien est assez épuisant quand même. Ensuite, impossible de se tenir mobile pendant un long moment. Par exemple, l'école ou par exemple une réunion. Alors, on va dire que à mon âge, on se fait violence et on tient, mais c'est extrêmement compliqué et c'est là que en fait on perd absolument toute mon attention. Je vais vous donner un exemple et je vous en ai parlé sur Instagram. On a eu une très grosse réunion de travail récemment avec Loïc. Je suis partie. Au bout de 2 heures c'est déjà très beau. J'ai inventé un coup de téléphone et la vérité, Julie se reconnaîtra. J'ai appelé Julie, je lui dis je suis en réunion de la mort qui tue, faut que tu me parles, faut que tu me changes les idées. Mais j'ai eu ce besoin de sortir 30 minutes de... Et après, je suis revenue à la réunion. Mais alors que, pour le coup, eux ont très bien géré la réunion, ça se passait très bien, quoi. Mais moi, c'est très compliqué à gérer. Je passe du coq à l'âne. De par mon hyperactivité aussi, ça rejoint, j'ai oublié de vous le dire, mais le point de faire vite les choses sans forcément aller au bout. Ce matin, en préparant cette vidéo, je m'active, je prépare ma caméra, je prépare les cartes et tout. Mais je pourrais le faire hyper calmement. Enfin, j'ai le temps, quoi. En plus, aujourd'hui, j'ai pas Eden, Loïc n'est même pas là, je suis toute seule. Je pourrais être sereine, mais non, hyper active. À fond dans mon truc, je vais ta, pouf. Et là, je sais pas si vous allez le voir, mais je me suis...
putain, mais ça a gonflé de fou. Je me suis littéralement fracassé l'arcade, mais quand je vous dis fracassé, c'est que j'ai saigné. Mais vraiment, j'ai fait un chaos technique. Et plein de choses comme ça. Là, j'ai un bleu sur la hanche, pareil, de me lever dans mon hyperactivité, toujours dans des gestes que je ne maîtrise pas. Et j'en viens au point où je me blesse littéralement parce que je veux faire les choses trop vite. Ensuite, le point 6, souvent parle trop, parle vite, clairement. Et ça, c'est aussi ce qui m'a mis la puce à l'oreille à l'époque. C'est que déjà, je parle beaucoup, mais vous le voyez, je parle extrêmement vite. Même là, en fait, je me dis, la vidéo, je l'ai déroulée, blablabla. Mais alors, pas parce que je veux faire vite les choses, oui, alors ça y joue, mais c'est ouais, en fait, c'est ça, c'est de blablabla. Je sais pas pourquoi, mais tout va vite dans ma vie, tout va trop vite, et ça va avec ce syndrome, en fait. Et donc, je parle, pour le coup, c'est vrai que je parle beaucoup, mais j'ai ce truc de parler vite, et du coup, alors moi, je fais une forme de dyslexie, mais dyslexie verbale. En fait, et ça, vous l'avez vu dans toutes mes vidéos et dans tous mes bêtisiers, c'est que j'inverse les mots. Quand, par exemple, je veux dire une citation, quelque chose, c'est au lieu de dire du coq à l'âne, je vais dire du coq au bœuf. Mais parce qu'en fait, ma parole va beaucoup plus vite que mon cerveau et du coup, je ne réfléchis pas. J'ai pas la réflexion avant de parler. Ce qui fait que je bafouille souvent, je cherche souvent mes mots, j'inverse souvent les mots. Donc ça, c'est clairement un trouble de l'hyperactivité dans cette activité qui est un peu trop présente. Voilà. Donc c'est bien parce que du coup, vous allez comprendre plein de choses. Souvent, vous me dites, putain, mais t'es toujours à 10 000, tu parles comme un moulin, là, hyper vite. D'ailleurs, je sais pas si on dit tu parles comme un moulin. Non, parce qu'on dit un moulin à parole. Vous voyez? Genre de truc, quoi. Donc voilà. Ensuite, en 7, on a coupe la parole, termine la phrase de son interlocuteur. Typiquement, c'est moi. Et en plus, je déteste ça parce que je trouve ça impoli. Mais par exemple, quand je suis dans une discussion avec un ami ou une amie, j'ai tendance à terminer la phrase à sa place ou alors à lui couper la parole et à dire vite ce que moi j'ai en tête. En fait, c'est même pas de l'impolitesse, mais c'est que moi, j'ai toujours cette peur d'oublier ce que j'ai à dire parce que vu que je suis toujours dans 10 000 trucs à la fois, quand j'ai un truc en tête, j'ai cette angoisse de vouloir le verbaliser tout de suite. Donc, c'est-à-dire que si tu me parles de quelque chose, mais que moi, je pense à autre chose qu'il faut que je te dise, là, je ne t'écoute plus. C'est rideau. Mais par contre, je pense uniquement à la chose qui, moi, il faut pas que j'oublie de te dire. Donc, du coup, au bout d'un moment, je vais te couper la parole, je vais dire attends. Parce qu'en fait, je sais que je ne t'écoute plus. Voilà. Mes amis, je vous aime. Vous avez beaucoup de patience avec moi, mais vraiment beaucoup. Donc ça, c'est un trouble aussi qu'on peut vraiment voir chez les plus jeunes. Moi, je sais que du coup, Louane, plus jeune, elle parlait, mais un vrai moulin à parole. Beaucoup. Et cette tendance de couper la parole, voilà, c'est des choses qui peuvent aussi frapper. Oh là, mais j'ai hyper mal à mon arcade pour le coup. En 8, on a du mal à attendre lorsque l'on fait la queue, feu rouge, etc. Clairement, ça m'angoisse. Sauf à Disneyland Paris, en vrai, ça va, parce qu'on a développé des petits trucs dans les files d'attente. Mais par exemple, quand je fais mes courses, quand tu vas à un rendez-vous qui a du retard, par exemple chez le médecin, c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à maîtriser. Et en fait, il faut savoir que tous mes temps d'attente sont planifiés dans ma journée. Et ça, j'en ai pris conscience que récemment. Et en fait, j'avais développé ces trucs qui étaient devenus des mécanismes. Je vais vous donner un exemple. Je sais quand je vais chez moi, de chez moi au centre-ville, je mets 6 minutes. Les jours où je mets plus de 6 minutes, c'est une réelle angoisse. Quand j'ai un feu rouge, quand j'ai un embouteillage, mais je peux devenir littéralement hystérique au volant, tout ce que je déteste, mais vraiment. Et en fait, par exemple, je vais aller au médecin, je sais que de chez moi au médecin, je vais mettre 15 minutes. En fait, même pour des trajets ridicules, je vais mettre le GPS. Parce que cette notion de temps m'angoisse, cette notion de perte de temps m'angoisse. Et pour tout, je vais aller à Nice, c'est à 35 minutes, je vais me dire, putain, attends, 35 minutes pour y aller, mon rendez-vous, j'en ai pour 1 heure, putain, je perds 1h30. Et c'est vraiment angoissant au quotidien. Donc ouais, on a cette pression quotidienne de gestion du temps et en fait, on le gère mal. Mais c'est le trouble, hein. Mais vu qu'on le gère mal, on se sent tout le temps dépassé, quoi. Et ça, en vrai, c'est le point que j'aimerais vraiment le stopper. Plus avoir cette angoisse de temps en permanence. Ouais, ça, c'est au quotidien, c'est relou, vraiment. Et en 9, on a peut s'immiscer ou s'imposer dans une discussion ou par exemple reprendre ce que d'autres font. Le fait de s'immiscer dans une discussion, c'est ce que je vous ai dit précédemment. En fait, c'est pas par impolitesse, mais c'est plus parce que notre cerveau, il est dans notre truc et que du coup, on va s'imposer sans le vouloir. Mais par contre, reprendre ce que d'autres
d'autres font, je suis typiquement là-dedans. Je vais vous donner un exemple. Loïc, il est en train de faire un gratin aux courgettes. Vas-y, pousse-toi, laisse, c'est bon, je fais. C'est très frustrant pour ceux qui vivent avec nous. Et à la fois, pour moi, c'est... même au travail, par exemple, déléguer, ça a été très compliqué. Ça m'a pris des années. J'ai la chance de travailler avec mon petit frère et ma belle-sœur qui, je pense, l'ont compris et surtout qui ne me laissent pas le choix. Donc, intérieurement, je me fais vraiment violence, mais on arrive vraiment à vraiment bien travailler ensemble. Mais en fait, je pense que la base du problème, c'est l'angoisse de cette perte de contrôle. Je vous explique. En fait, je veux tout contrôler et j'ai l'impression que si je perds le contrôle, plus rien ne va bien se passer. Donc ça va être de contrôler les devoirs, contrôler qu'on mange bien, contrôler qu'on ait une vie saine, contrôler que tout soit rangé, que tout soit bien. En fait, c'est vraiment, tout roule, mais il faut que ce soit moi qui gère tout parce que tu comprends, personne ne fera aussi bien que moi, ce qui est complètement faux, on l'entend. Mais dans mon cerveau, si je le fais moi, ce sera beaucoup plus vite fait, mieux fait et c'est bon, je gère quoi. Sauf qu'en réalité, à tout gérer, en fait, on se tue à petit feu parce qu'on ne peut pas tout gérer et que surtout, on ne peut pas tout contrôler. Et en fait, du coup, quand on fait face à des moments de vie où on perd le contrôle, c'est hyper traumatisant et c'est hyper compliqué à gérer parce qu'on se l'interdit et qu'au quotidien, on veut tout contrôler. Donc je pense que en ce qui me concerne, c'est la base de mon problème. En tout cas, j'ai mis le doigt dessus il y a pas longtemps, j'allais dire le nez dessus. Mais c'est vraiment cette perte de contrôle, ce lâcher prise qu'il faut que j'apprenne à avoir en fait. Et m'autoriser des moments de c'est bon quoi, j'ai pas envie de ranger ma chambre, ma chambre sera pas rangée aujourd'hui et c'est pas mort d'homme. Je vais vous dire, ça m'est même arrivé, et je vais être très honnête, et je crois qu'il y a que Loïc qui le sait, mais d'annuler des tournages parce que par exemple ma buanderie débordait de linge et qu'en fait ça m'angoissait tellement que je me disais mais je peux pas tourner aujourd'hui si mon linge n'est pas fait. Donc vous voyez, au quotidien ça prend quand même des proportions très chiantes. Voilà, on va pas se mentir. On a fait le tour des 9 critères d'hyperactivité. Je pense que là, j'en remplis pas mal non plus. J'ai essayé de vous détailler tout ça au maximum pour que vous puissiez voir en ce qui me concerne quel est l'impact dans le quotidien. Après, en vrai, il y aurait plein d'autres impacts au quotidien à vous citer dans tout ce qui est mauvaise gestion du temps, les angoisses que ça peut développer, etc. Mais pour le coup, franchement, il faudrait faire plusieurs thèmes et plusieurs vidéos à ce sujet. C'est pour ça que là, je voulais vraiment détailler point par point pour pas trop m'éparpiller. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est si vous avez des questions plus percutantes, me les poser en commentaire et pourquoi pas, si certains points vraiment ont nécessité d'être abordés, faire une FAQ par exemple sur le TDAH. Ensuite, ce que je voulais vous dire sur le TDAH, oui, je sais pas si je l'ai dit, je crois, mais le TDAH, c'est une des pathologies les plus héréditaires. Je crois que je l'ai dit, mais donc en vrai, il y a 90% de chances que si le patient il est atteint du TDAH, il y a de grandes probabilités que l'enfant soit atteint aussi. Alors, le diagnostic. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il n'y a aucune obligation du diagnostic chez l'adulte. Par contre, chez l'enfant, il a un vrai intérêt. Je vous parle juste du diagnostic papier, parce que après, bien sûr qu'il a un intérêt personnel. Mais là, je vous parle juste du papier. Chez l'enfant, il a un intérêt parce que pour vos enfants, peuvent être mis en place si l'établissement est bien à l'écoute, ce qui est malheureusement trop rare. L'établissement peut être en place, un PAP, enfin plein de choses pour aider votre enfant. Et ça, d'ailleurs, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de sensibilisation dans les écoles et auprès des directions. C'est un enfer pour que ce soit entendu, pour que ce soit compris et pour que ce soit pris en charge. D'autant plus pour des enfants qui souffrent de troubles de l'attention, avec hyperactivité, avec dyscalculie ou dyslexie. C'est un vrai handicap au quotidien et je trouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et c'est pour ça notamment que j'en parle aujourd'hui. Parce que c'est pas une étiquette qu'on colle juste pour faire bien sur la tête des gens. Parce que je l'entends aussi cette phrase de dire le TDAH c'est la nouvelle mode, mais en fait c'est pas une mode, c'est une pathologie, c'est un problème neurologique qui est reconnu par les médecins et qui existe vraiment quoi, et qui nécessite une vraie prise en charge. Et dès le plus jeune âge, c'est encore mieux. Et donc pour le diagnostic, on peut se rapprocher d'un psychiatre, d'un neurologue, d'un neuropsychologue. Voilà, c'est vraiment des médecins. Je trouve pas le mot, mais spécifiques au TDAH, qui vont vraiment savoir de quoi vous parlez, de quoi eux parlent. Ça y est, vous voyez là on arrive vers la fin, ça y est, l'énergie baisse, l'attention part en cacahuète. Et donc pour nous en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a d'abord vu une psychologue, ensuite on a vu une neuropsychologue et dans toutes ces étapes s'en est suivi une série de tests. Donc il y a des tests écrits, il y a des tests, il y a des questionnaires, il y a des questionnaires dans notre quotidien. Enfin c'est vraiment, ça se fait pas en une heure quoi, c'est vraiment plusieurs étapes à faire sur plusieurs séances. Et ensuite s'ensuit donc du coup un diagnostic
posé avec les différentes pathologies qu'on peut avoir, que ce soit le TDA, le H, le 10, etc. Au moindre doute que vous puissiez avoir avant ou après cette vidéo, franchement faites-le, parce que moi maintenant ce que je dis c'est qu'un diagnostic peut en emmener plein d'autres. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est que je suis intimement persuadée que ma maman souffre de TDAH pour plein de raisons, de ces petits symptômes que je vous ai cités. Vous allez peut-être vivre quelque chose comme moi en diagnostiquant votre frère, votre fille, votre fils, votre père, vous dire « Ah mais attends, mais peut-être que moi aussi, en fait, c'est ça qui me pèse au quotidien. » Et je trouve que le diagnostic en lui-même est réparateur en fait, parce que rien que de savoir et de comprendre, mais en fait au quotidien vous allez faire après, comme moi je vous l'ai dit, juste le verbaliser. Ok, là c'est bon, t'as pas mon attention, ok là j'y arrive pas, c'est normal parce que. Donc je trouve que le diagnostic déjà il est vraiment guérisseur. Et en parlant du coup des traitements, donc il y a des médicaments qui sont prescrits, c'est des psychostimulants. Donc en fait ça stimule le système nerveux central. Personnellement, alors c'est un choix personnel, il y a des enfants, des adultes qui prennent le traitement et qui le vivent extrêmement bien et c'est pas quelque chose que je veux proscrire, je vous parle de mon expérience personnelle. C'est pas quelque chose qu'on a voulu tenter, ni pour moi ni pour ma fille et voilà, c'est un avis vraiment personnel. Après, à savoir qu'il existe d'autres traitements. Nous, actuellement, ce qu'on fait, on se dirige plus vers la psychothérapie. Il y a aussi l'hypnothérapie que j'ai pas encore testée, mais apparemment l'hypnose peut s'avérer vraiment, vraiment bénéfique. Et par exemple, pour les enfants, je ne savais pas, mais il existe l'hypnose infantile. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et je sais que moi, personnellement, du coup, ma psychothérapie, elle m'aide surtout à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et à essayer de les corriger complètement. Je pense que je pourrais jamais. Mais par contre, les vivre différemment. Voilà, donc ça va être un très long travail. Hein. Je pense pas que ça va s'arranger dans 2 mois. Mais par contre, sur certains points, je peux déjà voir le mieux, comme par exemple, comme je vous l'ai dit, en verbalisant. Alors ensuite, j'ai lu quelque chose. Je vous le balance comme ça, mais j'ai pas encore testé. Et en fait, je vais le faire parce que ça coûte rien pour le coup. Mais j'ai vu qu'un complément en oméga 3 chez l'enfant et chez l'adulte pourrait diminuer les symptômes du TDAH. À vérifier, mais j'ai vu quand même beaucoup d'articles qui parlaient de ça. Et je me dis, l'oméga 3, il n'y a rien de mal à ça. Donc pourquoi pas faire une cure de complément en oméga 3. Voilà pour ce qui est des traitements. Après, je ne suis pas encore experte en la matière. Comme je vous l'ai dit, je suis une jeune diagnostiquée, donc je suis aussi preneuse de tout conseil. Je pense qu'il faut en parler, mais aussi dédramatiser le TDAH et donner beaucoup d'espoir aux enfants qui sont diagnostiqués. Parce que pour un enfant, entendre TDAH, ça peut être très lourd. Mais en vrai, moi, ce que je dis à ma fille, c'est que ça fait juste quelqu'un d'elle, une personne unique et encore plus créative que les autres. Et parce qu'il faut savoir que les TDAH sont très créatifs. Et on a quand même beaucoup de qualités. Voilà, mais il faut aussi dédramatiser ça et se dire qu'on peut très bien vivre avec. L'important, c'est d'en parler et d'avoir une prise en charge quand même qui nous correspond. Ça y est, mon cerveau pèse. Et là, je vous dis, j'ai 2 recettes à tourner après ça pour Instagram. Et là, j'ai juste envie de me coucher, de dormir. J'ai tout donné dans cette vidéo. Franchement, j'ai adoré aborder ce sujet. Ça m'a, mine de rien, fait du bien, en vrai, d'en parler avec vous aussi. Peut-être de, inconsciemment, faire tomber le masque et de me dire, voilà, vous savez le pourquoi du comment. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a peut-être apporté des réponses. J'ai hâte, en tout cas, d'avoir vos retours sur cette vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous aime. Bye.